Bonsoir, rebonsoir. L'invité, le grand invité que nous accueillerons tout à l'heure est Raphaël Grossi, le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il répondra à la question que le monde entier se pose. Oui ou non, le nucléaire militaire iranien a-t-il été détruit dans les bombardements? C'est le suspense de cette soirée. Mais d'abord, ces déclarations d'Israël qui sont inédites sur le fait que des commandos au sol ont été envoyés en Iran. On avait parlé précédemment de commandos du Mossad, mais pas encore formellement de l'armée israélienne. Écoutez sa déclaration. Nous avons une supériorité dans le ciel iranien et nous avons choisi d'agir partout. Cela a été possible grâce à des ruses et des opérations des unités d'élite sur le terrain qui ont agi en profondeur en Iran et cela nous a donné une liberté d'opération. Christine Ockrent, pour la première fois, ils le disent. On avait dit, évidemment, le Mossad était présent, mais cette fois, c'est en tant que chef d'état-major des armées. Oui, le chef d'état-major des armées, qui, hier et avant-hier, était beaucoup plus mesuré que le Premier ministre israélien pour affirmer le succès total de cette opération spectaculaire qui a duré 12 jours. Et il n'y a pas que les installations nucléaires, il y a des installations militaires. Et ce qui est très important aussi, c'est tout ce qui concerne l'énergie. Parce que c'est évidemment le gaz et le pétrole iranien qui permettent au régime, très médiocrement d'ailleurs, avec un appauvrissement terrible de sa population, mais c'est ce qui permet au régime de tenir, et en particulier les exportations de pétrole vers la Chine. Donc, le fait que le chef d'état-major parle de commandos au sol, cela veut bien dire que, s'agissant de cibles pas seulement militaires, il y a eu beaucoup d'autres dégâts qui se sont ajoutés à ce sur quoi on se concentre à juste titre, c'est-à-dire le bombardement des sites nucléaires. Pour la destruction des sites nucléaires, pour aller vérifier d'abord simplement si la destruction a vraiment eu lieu, et on le dit beaucoup, certains en ont fait la conjecture, pour tenter de détruire de manière physique un certain nombre de moyens nucléaires, est-ce que ça peut leur servir ? Écoutez, je crois que Pierre est mieux placé que moi pour répondre à cette question. Mais ce qui est extraordinaire, c'est le niveau de pénétration du renseignement israélien dans toutes les ramifications du régime. Que ce soit les gardiens de la Révolution, qui sont par définition les plus idéologiques et les plus fanatiques, mais aussi l'armée. Et on l'avait déjà vu, dans la façon dont le Hezbollah a été quand même très très largement anéanti, et le régime syrien, qui était l'un des bras armés des ayatollahs. On en est de toute façon, de toute manière, au même point. Pour l'instant, je le rappelle, CNN et le New York Times, qui prétendent avoir une note, une fuite des renseignements estimant que le nucléaire iranien a été seulement en partie détruit. Écoutez la réaction de Pete Hegseth, c'est le secrétaire à la Défense, qui est assez cash, comme il est en général, dans sa réponse. L'instinct de CNN, l'instinct du New York Times, c'est de trouver une manière de détourner l'info pour des raisons politiques afin d'essayer de prouver que le président Trump ou notre pays n'ont pas bien fait les choses. C'était un rapport préliminaire avec une faible évaluation. Vous savez ce que ça veut dire, une faible évaluation? Une confiance très faible dans ce rapport. Alors aujourd'hui, si vous voulez plus d'informations sur ce qu'il s'est passé à Fordo, prenez une grosse pelle, allez creuser très profond et regardez bien car les installations n'existent plus. Elles ont été anéanties. Et vous nous avez rejoint, Nathan Horowitz, merci beaucoup. Merci. Vous êtes ancien ministre du gouvernement israélien. Alors, il y a deux questions qui se posent ce soir. On l'a entendu, c'est l'histoire des commandos et c'est l'histoire de la survie du nucléaire iranien. Je le rappelle, Raphaël Grossi, le patron de l'AIEA, va nous rejoindre sur le deuxième sujet. Sur le premier, votre réaction au fait que le chef d'état-major des armées dise oui, nous avons des troupes israéliennes sur le territoire iranien. Bon, d'après les sources israéliennes, sources de renseignement, c'était un grand succès. Israël, avec l'aide des États-Unis, a réussi à pénétrer l'installation souterraine de Fordow et vraiment touché lourdement l'opération nucléaire là-bas. Et donc, Israël a réussi à... Ça, ce sont quelles sources qui vous disent ça? Oui. Ce sont quelles sources, pardon? Oui, ça veut dire quoi, vos sources? En Israël, des sources de renseignement israéliens qui ont de moyens sur le terrain pour surveiller ce qui se passe, aussi avec l'aide des Américains. Donc, quand vous dites que vous avez des moyens sur place, vous entendez quoi?
Bon, il paraît qu'il y a c'est Trump lui-même qui a parlé des agents israéliens qui se trouvent sur place, qui se sont rendus... Vous notez que le ministre se réfugie derrière Trump pour parler de ses propres agents. Voilà. Il révèle tout, il dit tout. Et donc, il n'y a pas de secret avec Trump, et il est très ouvert. Ça vous aide? Et ça nous aide, oui, c'est vrai. Nous, les journalistes israéliens, ça nous aide. Donc, il a déclaré qu'il y a sur place des agents israéliens qui ont inspecté le site bombardé par les États-Unis et qu'il y a un dégât considérable qui est fait, et ça a repoussé le programme nucléaire iranien pour des décennies à venir. Ben voilà. Et donc, d'après ce que je sais, c'est vrai. Alors, monsieur le ministre, respect à votre gouvernement, mais enfin, tous les gouvernements sont payés pour mentir. Le gouvernement israélien peut mentir. Non, mais je ne suis pas représentant du gouvernement israélien actuel, bien sûr. Je précise. Voilà. En tout cas, le gouvernement peut mentir. Les Iraniens sont spécialistes dans le mensonge. Je crois qu'il y a 20 manières en farci de mentir. Et les Américains savent très bien mentir. Ils l'ont montré pendant la guerre d'Irak. Donc, c'est difficile de s'y retrouver. Mais ils font de la politique. Ils font tous de la politique. Mais on ne peut pas nier à la fois l'ampleur considérable de cette guerre de 12 jours, parce que Donald Trump, encore une fois, avec ce talent de communicant, il a trouvé la formule, la guerre de 12 jours. On se souvient évidemment de la guerre de 6 jours. Donc la guerre de 12 jours, néanmoins, ce qui est intéressant aussi, c'est la gradation de la position américaine. Parce que la première déclaration du ministre américain des Affaires étrangères, Rubio, a été de dire « on n'y est pour rien, c'est uniquement les Israéliens qui y vont ». Et puis, plus ça a marché, plus la Maison-Blanche a ouvertement soutenu. On peut imaginer qu'il y avait une coordination dès le départ. Mais il est intéressant de voir que l'administration Trump s'est gardée une marge, et si, pour une raison ou pour une autre, l'opération israélienne n'avait pas si bien réussi, on peut imaginer que le soutien ouvert, flagrant, allant jusqu'à ce bombardement incroyable déclenché par Donald Trump, quelques heures après qu'il ait dit l'inverse, n'aurait pas eu lieu. Si on accole les deux informations, Pierre Servan, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a des troupes au sol, y compris à proximité de Fordo, qu'il y a des agents du Mossad et autres qui tentent d'observer ce qui se passe là, à quelques kilomètres ou centaines de mètres de la centrale? Alors je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est une zone extrêmement désertique, dont les accès ont été détruits par les Israéliens et par les Américains. Les Américains n'ont pas détruit seulement le site lui-même, mais toutes les voies d'accès ont été détruites. Et donc je crois qu'il y a un peu une confusion, me semble-t-il, entre les rôles des uns et des autres. Donc je ne crois pas qu'il puisse y avoir des forces spéciales, des commandos de forces spéciales israéliennes à proximité des centres qui ont été traités, et a fortiori descendant à l'intérieur. Je ne crois pas. Juste pour préciser, puisque vous avez souligné le fait qu'il y a une confusion dans le rôle des uns et des autres, il y a le Mossad. Le Mossad, c'est la DGSE, les services secrets français. Au sein du Mossad, vous avez, comme au sein de la DGSE, un service action. Donc ces agents du Mossad ont été très actifs dans la phase préalable pour notamment préparer les rampes de tir de drones armés qui ont été équipés dans des ateliers, etc. Une opération absolument remarquable. Ils ont joué un rôle important dans la destruction personnelle des têtes de gondole du régime et un certain nombre d'autres actions. Par ailleurs, les Israéliens ont introduit des commandos des forces spéciales. En France, c'est ce qu'on appelle le COS, le commandement des opérations spéciales. J'y ai servi pendant 20 ans comme colonel de réserve, donc je sais comment ça fonctionne. Ces commandos ont été infiltrés pour un autre type de mission, notamment le fait de faire du guidage laser, c'est-à-dire permettre aux avions de combat israéliens de frapper avec une très grande précision des bâtiments, des gardiens de la Révolution, d'autres bâtiments où se trouvait l'état-major, par exemple, de l'armée de l'air, qui commandait tous les systèmes de missiles. Voilà, d'autres types de cibles. C'est tout à fait leur job. Par ailleurs, comme ils sont capables, s'ils ont pénétré sous voile, c'est-à-dire c'est des systèmes de parachute qui sont plats, ils sont parachutés à très haute altitude, chaque commando peut emporter à peu près 100 kilos de matériel accroché à la jambe, et juste avant de toucher le sol, ils lâchent la gaine, ils récupèrent ce matériel, et ils ont pu, par exemple, prendre des missiles anti-chars et s'en servir pour
taper certaines cibles très spécifiques, des rampes de lancement, vous savez qu'il y a beaucoup de camions lanceurs de missiles chez les Iraniens, et donc vous avez tout ce travail de coordination qui est extraordinaire sur le plan de la planification et l'imbrication de tous les moyens. Mais je ne crois pas, à mon sens, j'ai du mal à voir comment des commandos, ce soir, pourraient se retrouver sur les sites qui ont été frappés. Alors, quoi qu'il en soit, est-ce que Trump, pour l'instant, sous réserve de ce qu'on va découvrir, a réussi son coup en termes de maîtrise? Il a gardé le secret absolu. Il a très bien organisé. On va voir de quelle façon grandiose il est accueilli au sommet de l'OTAN, comme un impérateur victorieux. Alors, est-ce que vous révisez votre jugement? Christine Ockrent, vous n'aimez pas Donald Trump. Vous dites souvent, il est vulgaire, il est grossier. Je ne vous accorde pas ce privilège de penser à ma place. Vous bouchez un peu le nez, vous le trouvez vulgaire. Voilà. Est-ce que quand même, là, vous reconnaissez qu'il a bien joué son jeu? C'est le président des États-Unis, la première puissance du monde. Après, on peut avoir un jugement sur son parcours jusqu'à ce moment, et aussi sur la manière dont il conduit, non pas tellement son action, mais la communication de son action. En tout cas, le résultat de ça, regardez, il a été accueilli là, c'est assez fascinant. On lui a fait un horaire spécial, c'est-à-dire tous les Européens... Évidemment, on a compris comment manier le Trump. Voilà, et surtout, il lui lèche les pieds, c'est ça qui est fascinant. On lui fait des compliments, on lui dit que c'est le plus grand, le plus beau, le plus fort. Et on se soumet. Qu'il a de très beaux cheveux, parce qu'il est très très sensible. Voilà. Et on sait tout ça maintenant. Et il y a un atout que les Néerlandais ont très très bien exploité, c'est le roi et la reine. Parce que Donald Trump est sensible à la pompe. C'est pas une critique, il y en a d'autres qui sont sensibles aussi à cela. Et alors, il a une manière de serrer la main, vous allez voir. Donc il serre la main du roi, qui est grand et costaud, il est un peu plus grand que Donald Trump, et la reine, qui est très grande aussi. Et alors, Donald Trump lui serre la main comme si... Voilà, parce que... Bref. Et donc, il la secoue, ce sommet a été un immense succès. D'abord parce que très légitimement, le président des États-Unis arrive dans la foulée de ce succès spectaculaire. Vous faites les guillemets quand même avec les doigts. Hein. Non, mais on va voir ce qu'il en est, mais c'est déjà spectaculaire. Mais quoi qu'il en soit, regardez, c'est-à-dire on lui a fait un horaire spécial. Tous les autres chefs d'État et de gouvernement parce qu'on sait qu'il s'ennuie très vite. Il s'ennuie très vite. Ça c'est vrai, mais par contre il lui achète en cash des F-35. Ça c'est pas juste de l'habillage, c'est-à-dire c'est vraiment les Européens qui s'écrasent devant lui malgré ce qu'il fait contre les Danois, etc. On voit à quel point il n'a pas encore annexé le Groenland. Et vous allez voir de quelle manière Rutte, alors ça va encore plus loin, c'est la déclaration Rutte qui est le secrétaire général de l'OTAN qui littéralement parle en soumis, en faillot pour dire les choses de Donald Trump. Vous avez une grosse bagarre comme deux enfants à l'école. Vous savez, ils se battent comme si vous ne pouviez pas les arrêter. Laissez-les se battre pendant 2 ou 3 minutes, puis il est facile de les arrêter. Et puis papa doit parfois utiliser un langage ferme. Nous devons utiliser un langage ferme. De temps en temps, il faut utiliser un certain mot. Voilà, cette scène, elle est révélatrice quand même. Hein. Tout le monde, en réalité, il est arrivé en maître. Alors oui, mais il y a un peu 2 angles. D'abord, je partage tout ce qu'a dit Christine Ockrent tout à l'heure. Il y a 2 ans. Il y en a un, effectivement, qui est ces Européens qui viennent baiser la babouche du chef de guerre et dont tout le monde sait que si on ne lui a pas dit qu'il était un génie, ce qu'il a fait était formidable, etc., il y aura des problèmes derrière. La rencontre avec Zelensky s'est bien passée. J'étais pas présent, mais je suis convaincu que le président Zelensky a commencé l'entretien en lui disant « Monsieur le Président, ce que vous avez fait, la guerre, la paix, mais vraiment, vous êtes un génie. » Et donc l'entretien s'est très bien passé. Donc il y a un côté où, effectivement, c'est pas glorieux. Mais de l'autre côté, ce qui est pathétique, c'est que ce président de la plus grande puissance du monde, il croit ces trucs-là. C'est un énorme cinéma, c'est une chorégraphie. Il a raison de le croire. Les F-35, on les achète pour de vrai. Ça, c'est pas de la comédie. On les achetait avant Donald Trump. Voilà. C'est pas d'aujourd'hui. La puissance américaine, l'Amérique a en Europe des armes nucléaires, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, en Turquie, etc. Et donc c'est pas d'aujourd'hui. Et puis les Américains, je crois, financent à 65% les dépenses de l'OTAN. C'est pas nouveau. Mais le truc, c'est qu'ils ne se rendent même pas compte du fait que à travers cette façon de lui baiser la babouche, on se fout aussi de sa figure, en quelque sorte.